Le jour de mon anniversaire, mon fils millionnaire m'a souri et m'a demandé « Maman, as-tu apprécié l'appartement que je t'ai offert ?» J'ai murmuré « Mon fils, j'habite dans le garage. » Ma fille, gourmande, a laissé tomber son verre en l'entendant. Je suis ravi de vous compter parmi nous. Suivez mon histoire jusqu'au bout et indiquez la ville d'où vous la regardez pour que je puisse voir son évolution. Les bougies de mon gâteau d'anniversaire vacillaient dans la faible lumière de ce que Blaine appelait mon appartement. 65 bougies, 65 ans de vie. Et j'étais là, assis dans un garage aménagé qui sentait encore légèrement l'huile de moteur et les vieux pots de peinture. « Fais un vœu, maman, » dit Blaine, son sourire radieux illuminant la table improvisée que nous avions dressée entre des cartons de rangement. Il avait l'air si fier, si satisfait de lui. Son costume de créateur devait coûter plus cher que mes dépenses en course des 6 derniers mois. Céline était assise à côté de lui, ses ongles manucurés tapotant impatiemment son verre de vin. À 38 ans, ma fille avait perfectionné l'art d'être belle tout en rayonnant de froideur. Son botox l'empêchait de s'exprimer pleinement, mais je pouvais lire la réflexion dans ses yeux tandis qu'elle consultait son téléphone pour la 3e fois en 10 minutes. « C'est adorable, ma chérie », parvins-je à dire en esquissant un sourire forcé. Le sol en béton était froid sous mes pieds, même à travers le fin tapis acheté dans un vide-grenier. « Merci à vous deux d'être venus. » Blaine tendit la main par-dessus la table et la serra. Son alliance reflétait la lumière, une alliance qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. « Maman, tu sais combien je t'aime. Je suis tellement heureuse que tu sois bien ici. Quand j'ai acheté cet appartement pour toi, je voulais m'assurer que tu avais tout ce dont tu avais besoin. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Tout ce dont j'avais besoin. Je jetai un coup d'œil circulaire à l'espace qui était devenu mon univers. Le lit étroit appuyé contre le mur. La plaque chauffante qui me servait de cuisine. Le radiateur portatif qui fonctionnait à peine à l'arrivée de l'hiver. L'unique fenêtre donnant sur la ruelle où les camions poubelles passaient à 5 heures du matin. « Blaine, » dis-je doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, « Fils, je vis dans le garage. » Le verre de vin glissa des doigts de Céline et se brisa sur le sol en béton. Le vin rouge se répandit comme du sang sur la surface grise. Mais ce ne fut pas le verre brisé qui fit battre mon cœur. C'est l'expression qui traversa son visage. Ni le choc, ni la surprise, mais la reconnaissance. Elle le savait. Elle le savait depuis le début. Le visage de Blaine devint blanc. « Quoi ? » ?»« Non, maman. C'est l'appartement. Le garage. Il est séparé de la maison principale, complètement indépendant. » Je me suis levé lentement, mes articulations arthritiques protestant. « Chérie, regarde autour de toi. Vraiment, regarde. » J'ai fait un geste vers les outils accrochés au mur, laissés par l'ancien propriétaire. La tache d'huile sur le sol, qu'aucun frottement n'avait pu faire disparaître. La porte du garage que j'avais dû recouvrir d'une tapisserie pour me protéger du froid. L'agent immobilier ? La voix de Blaine s'éteignit tandis que son regard s'attardait sur des détails qu'il n'avait apparemment jamais remarqués auparavant. Le chauffe-eau exposé dans un coin. Le manque d'isolation. L'unique prise électrique qui alimentait toute mon existence. 3 ans, dis-je d'une voix de plus en plus forte. J'habite ici depuis 3 ans, et tu pensais que c'était un appartement. Céline ramassait des morceaux de verre, mais je l'ai surprise à échanger des regards furtifs entre Blaine et moi. Il y avait quelque chose de calculateur dans son expression, comme si elle cherchait à contrôler la situation. « Maman, je ne comprends pas, » dit Blaine en passant la main dans ses cheveux parfaitement coiffés. L'annonce disait appartement avec garage. L'agent immobilier m'a montré des photos d'un espace aménagé. Tu n'as jamais rien dit. C'était le couteau le plus douloureux, n'avoir jamais rien dit. Pendant 3 ans, j'avais été reconnaissante. Reconnaissante que mon fils millionnaire se soucie suffisamment de moi pour me donner un toit. Reconnaissante de ne pas être sans abri à 65 ans. Je m'étais convaincue que c'était suffisant, que je devais être reconnaissante pour le peu d'amour et de refuge que mes enfants pouvaient me donner. Je ne voulais pas paraître ingrat, ai-je admis en me rasseyant lourdement. Tu étais si fier quand tu m'as donné les clés. Tu as dit que tu m'avais trouvé l'endroit idéal. Je pensais que c'était ce que tu pensais que je méritais. Le silence s'étendait entre nous comme un gouffre. J'entendais la respiration rapide et superficielle de Céline. Je voyais Blaine analyser tout cela, son esprit d'entreprise essayant de donner un sens à une situation qui défiait la logique.
Les factures de chauffage, dit-il soudain. Je paie des factures de chauffage pour cette adresse. Des factures élevées. Mon cœur se serra. Ce n'est pas pour ici, fiston. Il n'y a pas de chauffage central ici. J'utilise ce petit radiateur d'appoint. J'ai pointé du doigt l'appareil pathétique qui réchauffait à peine un coin du garage. Les factures que tu paies? Elles sont pour la maison principale. La maison principale? La voix de Blaine était faible. Céline prit enfin la parole, la voix sèche et défensive. La maison principale est vide, Blaine. Elle est vide depuis que maman a emménagé ici. Je pensais que tu le savais, mais je perçus autre chose dans sa voix. Quelque chose qui me glaça le sang. Elle pensait qu'il ne savait pas. Elle avait fait en sorte qu'il ne le sache pas. Céline. Blaine se tourna vers sa sœur, la confusion s'installant dans sa voix. Tu t'occupes de toute la gestion immobilière pour moi. Tu as dit que tu veillais au bien-être de maman. Tu as dit que tu veillais sur elle. Ma fille se leva et épousseta sa robe de créateur. Je suis allé la voir. Elle a l'air en parfaite santé, pas toi, maman? La question flottait dans l'air comme un défi. Pendant 3 ans, j'avais joué le jeu de l'histoire. J'avais souri, hoché la tête et fait comme si vivre dans un garage était parfaitement acceptable. Je m'étais convaincu que l'amour de mes enfants était soumis à des conditions, et ces conditions incluaient l'acceptation de ce qu'ils pensaient que je valais. Mais en regardant le visage de Céline, cette expression froide et calculatrice que j'avais vue trop souvent au fil des ans, je compris quelque chose qui brisa ce qui restait de mon cœur. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un malentendu. Céline savait exactement ce qu'elle faisait. Depuis combien de temps le sais-tu, lui ai-je demandé directement, d'une voix plus assurée que je ne le pensais. Savoir quoi? Mais son regard se détourna du mien. Depuis combien de temps sais-tu que je vivais dans un garage alors que ton frère pensait payer pour un vrai appartement? Les bougies d'anniversaire s'étaient consumées et n'étaient plus que de petites flaques de cire. Le gâteau était resté intact. La photo de mon petit-fils me souriait depuis ma table de chevet, un garçon que je connaissais à peine, car les visites étaient toujours compliquées, selon ses parents. Blaine fixait sa sœur, les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. Céline. Mais je connaissais déjà la réponse. Je la voyais à la façon dont elle redressait les épaules, prête au combat. Je la voyais à l'inclinaison provocatrice de son menton. Elle l'avait toujours su. Et, d'une certaine manière, cette connaissance était exactement ce qu'elle désirait. La confrontation avec Céline allait devoir attendre. Alors que mes enfants partaient ce soir-là au Blaine bouleversé et confus, Céline froidement posée, je me suis retrouvé seul avec les souvenirs que j'avais tant essayé d'enfouir. Je me suis assis sur mon étroit lit de camp, tirant la fine couverture autour de mes épaules et me suis laissé me souvenir, vraiment me souvenir, sans le filtre protecteur que j'avais construit au fil des années pour rendre la douleur supportable. Tout a commencé quand Blaine avait 18 ans et Céline 16. Harold était mort depuis 2 ans et l'argent de l'assurance vie était presque épuisé. Je cumulais 3 emplois, je nettoyais les bureaux le soir, je remplissais les rayons le jour et je gardais les enfants des voisins le week-end. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était jamais suffisant. Blaine avait été admis à Harvard, mon fils brillant, le premier de la famille à en rêver. La lettre d'admission est restée sur la table de la cuisine pendant des semaines, tandis que je cherchais comment rendre l'impossible possible. « Maman, je peux faire des prêts », avait-il dit. Mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. Il savait ce que signifiait une dette. Il m'avait vu lutter avec elle depuis la mort de son père. Non, lui ai-je dit fermement. Tu vas à Harvard et tu obtiendras ton diplôme sans devoir un sou à personne. J'ai vendu la maison, notre belle demeure familiale où j'avais ramené mes 2 enfants de l'hôpital, où Harold et moi avions dansé dans la cuisine, où nous avions mesuré la taille de Blaine et Céline sur le chambranle de la porte année après année. J'ai tout vendu. L'agent immobilier avait dit que c'était un marché de vendeurs, mais même après avoir remboursé l'hypothèque et les factures médicales d'Harold, il y avait juste assez pour les frais de scolarité de Blaine et un petit appartement pour Céline et moi. C'est temporaire, avais-je dit à ma fille tandis que nous rangeayions nos vies dans des cartons. Juste le temps que Blaine obtienne son diplôme et s'installe. Céline était furieuse. À 16 ans, elle était assez grande pour comprendre ce que nous perdions, mais pas assez pour comprendre pourquoi. Elle m'en voulait d'avoir fait ce sacrifice, comme si j'avais eu le choix. Tous mes amis vivent dans de vraies maisons, avait-elle crié lors d'une de nos disputes dans ce 2 pièces exiguës. J'ai honte d'amener qui que ce soit ici.
J'avais fait des heures supplémentaires pour économiser de l'argent pour ses activités de terminale. Robe de bal, photos de fin d'études, fête de remise des diplômes. Je voulais qu'elle ait tout ce que ses amis avaient, même si cela signifiait que je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuètes presque tous les soirs. Quand Blaine a obtenu son diplôme avec mention très bien et des offres d'emploi dans 3 grandes entreprises, j'ai pleuré de joie. Tous ces sacrifices en valaient la peine. Mon fils allait avoir la vie que je n'avais jamais pu lui offrir en grandissant. Maman, laisse-moi t'aider maintenant, avait-il dit, debout dans notre petit salon, vêtu de sa toge et de sa toque de fin d'études. Je vais gagner assez d'argent pour prendre soin de vous deux. Et il l'avait fait. La carrière de Blaine avait décollé comme une fusée. En 5 ans, il était associé dans son cabinet. 10 ans plus tard, il avait créé sa propre entreprise. À 35 ans, il valait plus d'argent que je ne pouvais l'imaginer. Mais quelque part en chemin, Célène s'était immiscée entre nous. Au début, c'était subtil. Elle avait déménagé dans la même ville que Blaine après l'université, acceptant un emploi dans le marketing bien payé, mais qui ne semblait jamais satisfaire ses goûts de luxe. Elle avait commencé à gérer la logistique familiale pour son frère, déjà très occupé. Blaine est tellement débordé de travail, me disait-elle lors de nos conversations téléphoniques. Je l'aide à tout gérer pour qu'il n'ait pas à se soucier des détails. Je me suis rendu compte que ces détails m'incluaient. Quand j'ai commencé à avoir du mal à payer le loyer de mon appartement, c'est Solène qui m'a suggéré que j'aurais peut-être besoin de quelque chose de plus adapté à une femme de ton âge, maman. Quand j'ai mentionné que j'avais du mal à payer mes médicaments, Solène m'a assuré qu'elle en parlerait à Blaine. Lorsque j'ai exprimé à quel point j'étais seul, vivant seul pour la première fois de ma vie, Célène avait promis de trouver une solution qui fonctionnerait pour tout le monde. La solution avait été le garage. Blaine t'a trouvé l'appartement idéal, avait annoncé Célène en arrivant à mon ancien appartement avec les papiers et un jeu de clés. C'est dans un quartier génial, et le plus beau, c'est que tout est parfaitement entretenu. Pas de loyer, pas de charges à gérer. Il s'occupe de tout. J'étais tellement reconnaissante, tellement touchée que mon fils, qui avait réussi, pensait à moi, s'assurant que je serais en sécurité dans ma vieillesse. Quand Célène m'avait emmené visiter l'endroit, elle m'avait fait visiter rapidement la maison, me montrant les charmants murs en briques apparentes et son emplacement idéal. C'est parfait pour toi, maman, avait-elle dit. Simple, facile à entretenir, et Blaine est ravi de pouvoir le faire pour toi. Je lui avais fait confiance. Pourquoi pas? C'était ma fille. Mais maintenant, assis dans ce garage à 65 ans, je voyais clairement le schéma. Chaque fois que Blaine avait essayé d'en faire plus pour moi et j'étais maintenant certain qu'il avait essayé Célène avait été là pour gérer la situation, pour filtrer ses bonnes intentions à travers ses propres intentions. Les factures de chauffage exorbitantes dont il avait parlé, celles qui allaient à la maison principale restaient vides. Célène lui avait-elle dit que j'habitais dans la maison principale? Avait-elle empoché l'argent destiné à mes soins? Mon téléphone a vibré. Un texto de Blaine, maman, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. On peut se parler demain. Avant que je puisse répondre, un autre message est arrivé. Celui-ci, de Solène, j'espère que tu es heureux. Tu as terriblement contrarié Blaine avec tes excès. Mon drame. Vivre dans un garage pendant 3 ans, c'était dramatique. J'ai posé le téléphone et me suis dirigé vers le petit miroir que j'avais accroché au mur, près de mon lavabo improvisé. La femme qui me regardait paraissait avoir plus de 65 ans. Ses cheveux gris étaient fins et mal coupés. Je les avais coupés moi-même pour économiser. Ses vêtements étaient propres, mais usés. Son visage portait les traits de quelqu'un qui s'était soucié de tout le monde pendant des années, sauf d'elle-même. Mais ses yeux étaient enfin éveillés. Pendant 3 ans, je me suis dit que cette situation était temporaire. Que Blaine était occupé à bâtir son empire et qu'il finirait par remarquer que quelque chose n'allait pas. Que Solène ne faisait que défendre les intérêts de son frère. Que je devais être reconnaissante pour le soutien et l'accueil que je recevais. Je vivais une histoire qui n'était pas vraie. Une histoire où ma fille m'aidait à coordonner mes soins par amour. Où mon fils subvenait généreusement à mes besoins, selon sa compréhension de mes besoins. Où j'acceptais avec grâce l'ordre naturel du vieillissement et de la dépendance. La véritable histoire était plus laide et plus complexe. C'était une histoire où le ressentiment d'un enfant couvait depuis des décennies, où la manipulation se faisait passer pour une gestion familiale, où l'amour inconditionnel d'une mère se heurtait à une exploitation calculée. Mais c'était aussi une histoire où la vérité avait enfin émergé.
Et la vérité, je commençais à comprendre, était le premier pas vers quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le pouvoir. Mon téléphone a vibré à nouveau. Blaine, je passe demain matin. Il faut qu'on règle ça. J'ai souri pour la première fois depuis des mois. Oui, nous devions certainement régler ce problème, mais peut-être pas de la manière qu'il imaginait. Blaine arriva à 8 heures du matin, l'air de ne pas avoir dormi. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient en bataille et ses vêtements coûteux semblaient froissés, comme s'il les avait enfilés sans son soin habituel. Il se tenait sur le seuil de mon garage, le voyant vraiment pour la première fois. « Mon Dieu, maman » murmura-t-il en observant le radiateur, la plaque chauffante, le lit étroit. « Comment ai-je pu ne pas savoir ?» Je lui ai servi du café avec la petite cafetière que j'avais réussi à préparer sur ma plaque chauffante. Ce n'était pas du très bon café, le café bon marché que je pouvais me permettre. Mais il l'a bu sans se plaindre, assis sur la chaise pliante qui me servait de seul meuble, à part le lit de camp. « Tu as fait confiance à Célène pour gérer les choses, dis-je simplement. Et elle les a gérées. Mais pas comme tu le pensais. Mais les factures. Je payais le chauffage, l'électricité, l'entretien de la propriété. Où est passé cet argent? J'avais passé la nuit à réfléchir à cette question précise. La maison principale? Celle qui est restée vide pendant que j'habitais ici. Célène t'a dit que j'habitais dans la maison principale, n'est-ce pas? Blaine hocha lentement la tête. Elle a dit que tu préférais avoir ton propre espace, que tu aimais l'indépendance. Elle a dit que le garage n'était qu'un espace de rangement supplémentaire pour toi. Mon cœur se serrait pour lui. Malgré sa réussite professionnelle, mon fils avait été manipulé avec autant d'habileté que moi. Elle a su gérer ta générosité, mon fils. Elle a su détourner tes bonnes intentions. Mais pourquoi? La douleur dans sa voix était réelle. Pourquoi ferait-elle ça? Avant que je puisse répondre, nous avons entendu une portière claquer dehors. Par la petite fenêtre, j'ai vu la BMW de Solène garée derrière celle de Blaine. Elle était venue faire des réparations. Blaine, tu es là. Sa voix portait cette fausse douceur qu'elle utilisait quand elle avait besoin de quelque chose. J'ai apporté le petit déjeuner. Elle entra, portant un sac de luxe acheté dans une boulangerie haut de gamme, et vêtue d'un manteau en cachemire couleur crème qui me coûtait probablement plus que ce que j'avais dépensé en nourriture en 3 mois. Son sourire s'estompa lorsqu'elle nous vit assis ensemble, sérieux et silencieux. « Eh bien, ça a l'air intense », dit-elle en s'efforçant de rire. « J'ai pensé qu'on pourrait tous prendre un bon petit déjeuner et dissiper ce stupide malentendu. »« Assieds-toi, Célène, » dit Blaine, sa voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Elle s'est perchée sur le bord de mon lit, arrangeant soigneusement son manteau pour qu'il ne touche pas la couverture rugueuse. « Écoute, je sais que maman était un peu émotive hier soir, mais tu sais comment elle peut être. Parfois, elle exagère quand elle veut attirer l'attention. » La cruauté désinvolte de la chose m'a coupé le souffle, mais la réaction de Blaine a été rapide et vive. « Elle exagère ?» Il fit un geste autour du garage. « Elle vit dans un garage depuis 3 ans, Célène. »« Un garage. Alors que je lui paye une maison. » Le masque de Célène glissa pendant un instant, révélant quelque chose de froid et de calculateur en dessous. La maison principale avait besoin de travaux. De gros travaux. Je ne voulais pas vous embêter avec tous les détails, alors j'ai demandé à maman de rester dans l'espace aménagé pendant que nous effectuions les rénovations. « Quelle rénovation ?» demanda Blaine. « Problème de plomberie, d'électricité, de fondation. Vous savez comment peuvent être ces vieilles propriétés. » J'ai vu ma fille mentir avec l'aisance d'une longue pratique. Et soudain, j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de gestion immobilière. Il s'agissait de quelque chose de bien plus profond. « Montre-lui la maison, Célène, » dis-je doucement. Sa tête s'est tournée vers moi. « Quoi? » Montre à ton frère la maison qu'il finance pour l'entretien. Montre-lui ses rénovations importantes. Maman, ce n'est pas nécessaire. Montre-moi la maison. Blaine s'est levé et j'ai pu voir émerger l'homme d'affaires en lui, l'homme qui avait bâti un empire en voyant à travers les mensonges et les manipulations des gens. 20 minutes plus tard, nous étions devant la maison principale. C'était une belle propriété dans un quartier huppé, exactement le genre d'endroit où un fils prospère voudrait que sa mère vieillissante vive. Blaine avait bien choisi. Il utilisa sa clé pour ouvrir la porte d'entrée et nous entrâmes dans une maison non seulement parfaitement entretenue,
mais aussi magnifiquement meublée. Le parquet brillait. Des fleurs fraîches étaient disposées sur des tables cirées. La cuisine était moderne et entièrement équipée. À l'étage, je pouvais apercevoir, par des portes ouvertes, des chambres confortables au mobilier de qualité. « C'est ici que tu pensais que je vivais ?» dis-je à Blaine, en regardant son visage tandis qu'il prenait conscience de la réalité. « Mais où ?» Sa voix s'éteignit lorsqu'il ouvrit le réfrigérateur. Il était rempli de produits de luxe, de légumes frais, de viande de qualité, de fromages importés, de quoi nourrir une famille pendant des semaines. « Céline, dit-il en se tournant vers notre fille. Qui habite ici ? Je connaissais déjà la réponse. Je m'en doutais depuis des mois, mais maintenant j'en étais certain. Oui, oui, répondit Célène en levant le menton d'un air de défi. Parfois, quand j'ai besoin d'espace, quand Marcus et moi avons des problèmes. Marcus, son mari depuis 15 ans, travaillait dans la finance et gagnait confortablement sa vie, mais n'avait rien à voir avec la richesse de Blaine. Tu vis dans la maison que j'ai achetée pour maman. La voix de Blaine était mortellement calme. Je l'ai entretenu. Quelqu'un devait s'assurer qu'il était bien entretenu. Maman ne pouvait pas gérer un endroit de cette taille. Alors, tu as décidé qu'elle devrait plutôt vivre dans le garage. C'est un espace parfaitement adapté pour une personne, et cela semblait lui convenir. Les mensonges se dévoilaient rapidement, mais Céline ne reculait pas. Au contraire, elle redoublait d'efforts, comme si sa meilleure défense était une attaque agressive. « Tu veux savoir la vérité ?» dit-elle d'une voix plus forte. « D'accord. Maman a été un fardeau pendant des années. Toujours en manque, toujours en crise. Je t'ai protégé de tout ça, Blaine. Je m'en suis occupé pour que tu puisses te concentrer sur ton entreprise. Tu me protèges ? Blaine parut stupéfait. Oui. Penses-tu que gérer ses plaintes constantes, ses rendez-vous chez le médecin, ses problèmes de médicaments, sa solitude a été facile ? Je m'en suis occupé pour que tu n'aies pas à le faire. J'ai regardé ma fille, la voyant enfin clairement. Tu m'as intercepté, ai-je dit, les pièces du puzzle se mettant en place. Quand Blaine a essayé de m'appeler directement, quand il a voulu me rendre visite, quand il a voulu faire plus pour moi, tu as interféré. Le silence de Céline était une réponse suffisante. Le cadeau de Noël, dit soudain Blaine. L'année dernière, je t'ai commandé ce système de chauffage hors de prix. J'ai demandé à Céline de le faire installer ici. Tu n'as jamais mentionné l'avoir reçu. Parce que je ne l'ai jamais reçu. J'ai regardé autour de moi la maison qui m'était destinée, avec sa climatisation parfaite et ses équipements modernes. Où est-elle, Céline ? Chez maman, on n'avait pas besoin d'un tel chauffage, dit rapidement Céline. Alors, je l'ai fait installer ici, pour ses visites. Quand est-ce qu'elle vient me voir ? La voix de Blaine se brisa. C'est censé être sa maison. Mais je pensais à toutes les autres choses qui ne m'étaient jamais parvenues. Les colis que Blaine avait mentionnés, les spécialistes avec lesquels il avait dit avoir pris rendez-vous, le service de livraison de courses qu'il pensait m'avoir mis en place, tout cela avait été filtré par Céline. Tout avait été redirigé, minimisé, ou simplement gardé pour elle. Depuis combien de temps, lui ai-je demandé. Depuis combien de temps nous voles-tu tous les deux ? Je n'ai rien volé, rétorqua-t-elle. J'ai géré les ressources familiales efficacement. Maman n'a pas besoin de grand-chose et tu as tellement d'argent que tu ne sais plus quoi en faire. Blaine, j'ai veillé à ce que rien ne soit gaspillé. Le mot m'a frappé comme une claque. Gâchis. C'est ce qu'elle pensait que serait de s'occuper de sa propre mère. Un gaspillage de ressources. Blaine s'approcha de la fenêtre et contempla le jardin que quelqu'un avait visiblement entretenu. Probablement un service qu'il avait payé, pensant que sa mère appréciait les fleurs. Il faut que je comprenne quelque chose, dit-il sans se retourner. As-tu déjà parlé du fonds fiduciaire à maman ? L'air m'a échappé. Quel fonds fiduciaire ? Céline est devenue blanche. Celui que j'ai créé il y a 3 ans, continua Blaine, toujours face à la fenêtre. 50 000 $ par an pour les frais de subsistance et les soins de santé de maman. Je t'ai demandé de lui expliquer, de l'aider à accéder à l'argent. Céline, dis-moi que tu lui as parlé du fonds fiduciaire. Le silence s'éternisa jusqu'à devenir assourdissant. Et dans ce silence, je compris enfin l'ampleur du mal que ma fille m'avait fait. Elle ne m'avait pas seulement volé ma maison. Elle ne m'avait pas seulement isolé de mon fils.
Elle m'avait volé 3 ans de sécurité financière que Blaine m'avait promise, me laissant survivre grâce à mon maigre salaire de sécurité sociale pendant qu'elle vivait dans le luxe. Céline. La voix de Blaine était à peine maîtrisée. Où est l'argent? Où est l'argent, Céline? La question de Blaine flottait dans l'air comme une lame prête à s'abattre. Ma fille se tenait figée au milieu de la belle maison qui aurait dû être la mienne, son visage affichant tour à tour des émotions, défis, peur, calcul, et enfin une rage contenue. Vous ne comprenez pas les dépenses que représente la gestion de tout ça, dit-elle en gesticulant dans la pièce. L'entretien de la maison, les charges, les impôts fonciers, la coordination des soins de maman. Avez-vous idée du temps que je passe à gérer ces rendez-vous médicaux, ces ordonnances, ces... Arrête. Je l'interrompis d'une voix ferme malgré le tremblement de terre qui secouait ma poitrine. Arrête de mentir. Céline se retourna vers moi. Tu me traites de menteuse après tout ce que j'ai fait pour cette famille. Quels rendez-vous médicaux, demandai-je. Je n'ai pas vu de médecin depuis plus d'1 an, car je n'avais pas les moyens de payer la quote-part. Quelles ordonnances? Je divise mes médicaments en 2 pour qu'ils durent plus longtemps. Quelle coordination des soins, Céline? Son visage perdit ses couleurs, mais elle se reprit rapidement. Tu ne m'as jamais dit que tu avais des difficultés à te payer. Si seulement tu avais mieux communiqué. Je te l'avais dit. Les souvenirs me revinrent avec une clarté cristalline. Je t'ai appelé l'hiver dernier quand je n'avais pas les moyens de payer mes médicaments contre l'hypertension. Tu as dit que tu en parlerais à Blaine. Je t'ai envoyé un texto quand le radiateur est tombé en panne et que j'avais froid. Tu as dit que tu t'en occuperais. J'ai demandé de l'aide pour les courses cette semaine-là, alors que le chèque de la sécurité sociale était en retard. Tu as dit que la famille traversait une période difficile financièrement. Blaine émit un bruit de coups de poing. C'est une période financière difficile. Céline, je t'ai donné accès à un fonds d'urgence spécialement pour les besoins de maman. 25 000 $. Reconstitué chaque année. Cet argent était économisé pour les vraies urgences, dit Céline avec désespoir. Pas pour toutes les petites plaintes de maman. Chaque petite plainte. J'ai regardé ma fille, voyant une étrangère. Avoir froid en hiver est une petite plainte? Ne pas avoir les moyens de payer ses médicaments pour le cœur est une petite plainte? Tu dramatises, maman. Tu as toujours été dramatique quand tu voulais attirer l'attention. La cruauté naturelle de la chose était à couper le souffle. Mais ce qui me brisait le cœur, ce n'étaient pas les mots eux-mêmes. C'était de réaliser que c'était ainsi qu'elle m'avait toujours vu, comme un fardeau, comme une gêne, comme quelqu'un dont les besoins étaient automatiquement suspects, dont la souffrance était une performance. Blaine a sorti son téléphone et a commencé à passer des appels, d'abord à son comptable, puis à son avocat, tout en parlant à voix basse et saccadée d'audits financiers et de gestion de fonds fiduciaires. La bravade de Céline commença à s'effriter. Tu ne peux pas me faire ça, me sifflait-elle pendant que Blaine était au téléphone. Je suis ta fille. On ne détruit pas une famille pour de l'argent. Tu as raison, dis-je doucement. La famille ne fait pas ça. Mais tu as cessé d'être une famille pour moi le jour où tu as décidé que je valais moins que l'argent destiné à subvenir à mes besoins. Je t'ai protégé. Je t'ai logé. Tu agis comme si je t'avais jeté à la rue. Tu m'as enfermé dans un garage, Céline, pendant que tu vivais chez moi, tu as utilisé mon argent et tu as dit à ton frère que j'allais bien. Je marquai une pause, observant son visage. Mais ce n'est même pas le pire, n'est-ce pas? Elle est restée très immobile. Le pire, c'est que tu as apprécié. Tu as apprécié d'avoir ce pouvoir sur moi. Tu as apprécié de savoir qu'à chaque fois que Blaine te demandait de mes nouvelles, tu pouvais contrôler l'histoire. Tu pouvais décider de l'amour et de l'attention que je méritais. Ce n'est pas vrai. Mais sa voix manquait de conviction. N'est-ce pas? Quand je t'ai appelé en pleurant parce que je me sentais seul, l'as-tu dit à Blaine? Quand je lui ai demandé s'il pouvait venir me voir, lui as-tu transmis le message? Quand je me demandais pourquoi il semblait distant, lui as-tu expliqué que tu filtrais toutes nos communications? Blaine termina ses appels et se tourna vers nous. Son visage était impassible, mais je voyais la douleur dans ses yeux. Le fonds fiduciaire a été épuisé, a-t-il déclaré. Jusqu'au dernier centime, ainsi que le fonds d'urgence et le compte de frais médicaux. Cet argent était utilisé de manière appropriée, a déclaré Céline, mais sa voix tremblait maintenant. De quoi? Des vêtements de marque, des voitures, des vacances?
La voix de Blaine s'éleva. Maman vit avec $800 par mois de sécurité sociale, tandis que tu dépenses $50 000 par an destinés à ses soins. Moi aussi, j'ai des dépenses. J'ai des obligations familiales. Tu as plus d'argent que tu ne pourrais en dépenser en 10 vies. Et tu veux m'en vouloir? Je t'en veux, explosa Blaine. Tu as volé notre mère. Vous l'avez laissée vivre dans la pauvreté alors que vous viviez de l'argent qui lui était destiné. Elle n'a pas besoin de grand-chose, hurla Céline. Regardez-la. Elle vit très bien, simplement. Elle n'a pas besoin de meubles design, de nourriture chère ou de soins médicaux sophistiqués. Certaines personnes sont tout simplement faciles à vivre. Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. Sans entretien. Comme si mes décennies de sacrifice, mes années à faire passer les besoins de mes enfants avant les miens, avaient prouvé que j'en demandais simplement moins. Comme si mon acceptation silencieuse des miettes qu'ils m'offraient prouvait que je me contentais naturellement de moins d'amour, de moins d'attention, de moins de dignité. Sortir. Ma voix était si basse qu'ils ont tous les deux arrêté de se disputer et m'ont regardé fixement. Céline, sors de ma maison. Ta maison? Elle rit, mais d'un rire hystérique. Ce n'est pas ta maison. C'est la maison de Blaine. Tout ici appartient à Blaine. En fait, dit Blaine d'une voix d'un calme mortel, à partir d'aujourd'hui, l'acte sera transféré à maman avec un accès complet à tous les comptes qui auraient dû lui appartenir depuis le début. Le visage de Céline devint blanc. Tu ne peux pas faire ça. Je n'ai nulle part où aller. Marcus et moi sommes séparés. Je n'ai nulle part où aller. Tu aurais dû y penser avant de voler la personne qui a tout sacrifié pour toi. J'ai vu ma fille digérer la réalité de sa situation. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait aucun moyen de pression, aucun moyen de manipuler le récit. Elle était sur le point de perdre tout ce qu'elle m'avait pris, et elle le savait. C'est là qu'elle m'a révélé qui elle était vraiment. D'accord, dit-elle d'une voix virant à la haine. Tu veux savoir la vérité? Je suis contente de t'avoir tenu éloigné de Blaine. Tu l'aurais appelé sans arrêt, réclamant de l'attention, le faisant culpabiliser d'avoir une vie réussie. Tu es dépendant et pathétique, et tu épuises tout le monde autour de toi. Ces mots étaient destinés à me détruire. Et peut-être qu'il y a 3 jours, il l'aurait fait. Mais, assise dans cette belle maison, comprenant enfin que mon fils avait essayé de bien m'aimer, que ma souffrance avait été fabriquée par l'avidité et la cruauté de ma propre fille, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La clarté. Tu as raison sur un point, dis-je en me levant. J'ai besoin de respect. J'ai besoin d'honnêteté. J'ai besoin d'être traité comme un être humain qui mérite une dignité élémentaire. Et puisque tu ne peux rien me donner de tout cela, tu as raison. C'est fini. Céline me fixait comme si j'étais devenu un étranger. D'une certaine manière, c'était le cas. La femme qui acceptait les miettes et les appelait gentillesse avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui comprenait enfin sa valeur. Je veux que tu quittes cette maison d'ici la fin de la semaine, ai-je continué. Et je ne veux plus jamais te revoir. Maman, tu ne le penses pas vraiment. Je suis ta fille. Non, dis-je, sentant la vérité s'installer profondément en moi. Une fille ne fait pas ce que tu as fait. Tu es une étrangère qui partage mon ADN. Elle chercha du soutien auprès de Blaine, mais n'en trouva aucun. Son frère la fixait comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Blaine, tu ne peux pas la laisser me faire ça. Je suis ta sœur. Et c'est ma mère, dit-il doucement. La mère qui a vendu sa maison pour m'envoyer à l'université. La mère qui a cumulé 3 emplois pour que nous ayons tout ce dont nous avions besoin. La mère qui méritait mieux de nous deux. Le sang-froid de Céline finit par voler en éclats. Tout est de sa faute, hurla-t-elle en me désignant du doigt. Elle s'est érigée en martyr, toujours en sacrifice, toujours en souffrance. Elle nous a fait culpabiliser d'avoir une belle vie. C'est elle qui s'est infligé ça. L'accusation planait dans l'air, et j'ai réalisé qu'elle contenait une part de vérité qui la rendait encore plus douloureuse. J'avais tout sacrifié pour mes enfants. J'avais fait passer leur bonheur avant mon propre bien-être. Je leur avais appris par mes actes que mes besoins étaient moins importants que les leurs. Mais cela n'excusait pas la façon dont Céline avait interprété cette leçon. Au lieu d'éprouver de la gratitude ou de la protection, elle s'était sentie en droit de recevoir. Elle avait décidé que, puisque j'avais toujours donné plus que je ne recevais, je devais continuer à en attendre moins.
Tu as raison, dis-je, la surprenant. Je t'ai appris que mes besoins n'avaient pas d'importance, mais tu avais le choix de ce que tu voulais en faire. Tu aurais pu essayer de me rendre l'appareil. Tu aurais pu veiller à ce que je sois soigné dans ma vieillesse comme je l'ai été pour toi dans ta jeunesse. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant le jardin que j'aurais dû entretenir depuis 3 ans. Au lieu de cela, tu as décidé que ma volonté de me sacrifier signifiait que je méritais de continuer à me sacrifier pour toujours. Quand je me suis retourné, Céline pleurait. Mais c'était des larmes de colère, pas de remords. Je contesterai le transfert de propriété, dit-elle. Je prouverai que tu es incompétent, que tu as besoin d'un encadrement. Je veillerai à ce que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Blaine s'avança et, pour la première fois depuis notre entrée, il parut dangereux. Si tu essaies encore de lui faire du mal, tu découvriras exactement le pouvoir que l'argent confère. Ne me mets pas à l'épreuve, Céline. Ma fille nous regarda tour à tour, voyant quelque chose qui la fit reculer d'un pas. Puis elle prit son sac à main et se dirigea vers la porte. Ce n'est pas fini, dit-elle. Mais en la regardant partir, je réalisai que pour moi, c'était enfin fini. 2 semaines après que Céline ait quitté en trombe ce qui était désormais officiellement ma maison, j'étais assis dans la cuisine dont j'avais rêvé, en train de trier les cartons de mes affaires que Blaine avait sortis du garage. Le contraste était surréaliste, passer d'une plaque de cuisson et d'un mini-réfrigérateur à une cuisine complète avec plan de travail en granit et appareils électroménagers de qualité professionnelle. Mais le plus grand changement ne concernait pas ma situation de vie. C'était ma relation avec mon fils. Blaine avait pris un congé de son entreprise, ce que je n'aurais jamais imaginé. Il venait tous les jours, parfois juste pour prendre de mes nouvelles, parfois pour m'aider sur des questions pratiques comme la mise à jour de mon adresse auprès des médecins et des agences gouvernementales. Nous apprenions à être à nouveau une famille sans l'interférence de Céline. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où j'aurais dû venir te voir, dit-il ce matin-là, assis en face de moi à la table du petit déjeuner. Toutes les fois où j'ai appelé Céline au lieu de t'appeler directement. Tu faisais confiance à ta sœur. Je lui ai dit que ce n'était pas un défaut de caractère, mais j'aurais dû me douter que quelque chose clochait. Le fait que tu n'aies jamais rien demandé, que tu ne te sois jamais plaint, que tu n'aies jamais semblé avoir besoin d'aide aurait dû être un signal d'alarme. J'ai compris sa culpabilité, mais j'ai aussi compris quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Mon fils, je vous ai tous les deux appris à me voir ainsi. Pendant des années, j'ai veillé à ce que vous sachiez que je pouvais tout gérer, que je n'avais pas besoin d'aide, que votre réussite était plus importante que mon confort. Il leva les yeux de son café. Que veux-tu dire ? J'y pensais depuis la confrontation avec Céline, comment mes propres schémas avaient contribué à la situation dans laquelle je me trouvais. Quand tu étais à l'université, travaillant si dur pour maintenir tes notes et construire ton avenir, que t'ai-je dit quand tu as appelé à la maison, inquiet pour l'argent ? Blaine réfléchit un instant. Tu as dit que tu allais bien, que je n'avais pas à m'inquiéter à la maison. Et quand Céline avait des difficultés au début de sa carrière, dépensant plus qu'elle ne gagnait, qu'ai-je fait ? Tu l'as aidée. Tu as dit que c'était temporaire. Et quand tu as réussi et que tu as voulu m'aider, quel message ai-je envoyé ? Il resta silencieux un long moment. Que tu n'avais pas vraiment besoin d'aide, que tu étais fier de te débrouiller seul. J'ai hoché la tête. Je vous ai appris à tous les deux qu'aimer signifiait ne pas m'accabler de vos problèmes et ne pas vous accabler des miens. Je pensais être une bonne mère, vous enseigner l'indépendance et la force. Mais Céline a pris ça et l'a déformé. Elle l'a fait. Mais les fondations, c'est moi qui les ai construites. Je tendis la main par-dessus la table et la pris. Je ne dis pas ça pour te consoler. Je le dis parce que je ne veux pas refaire les mêmes erreurs. Nous avons été interrompus par la sonnette. Par la fenêtre, j'ai aperçu une jeune femme aux cheveux noirs qui déplaçait nerveusement une enveloppe en papier craft de main en main. Quand j'ai ouvert la porte, elle s'est présentée comme étant Jennifer Martinez, une détective privée. Madame Holloway, je travaille sur une affaire qui concerne votre fille, Céline. Puis-je entrer ? Blaine et moi avons échangé un regard. Nous n'avions plus eu de nouvelles de Céline depuis son départ, même si je m'attendais à des représailles. Jennifer était assise dans le salon, déclinant mon offre de café. J'ai été embauché par Marcus Chen, le mari de Céline. Il demande le divorce et pense qu'elle dissimule des biens. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous ? Demanda Blaine. Jennifer ouvrit son enveloppe et en sortit une pile de documents. Lors de notre enquête sur les finances de Madame Chen,
nous avons découvert des irrégularités que vous devriez connaître. Elle étala les papiers sur ma table basse, relevés bancaires, relevés de compte d'investissement, documents fonciers. Il s'agit d'un compte d'épargne à votre nom, Madame Holloway, dit-elle en désignant un relevé. Le savez-vous? J'ai regardé le document. Il indiquait un compte contenant près de 40 000 $. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Il a été ouvert il y a 3 ans, Céline étant la titulaire secondaire du compte. Des dépôts réguliers ont été effectués, mais aucun retrait. Blaine se pencha en avant. Quel genre de dépôt? Trop payé de sécurité sociale, remboursement de médicaments et ce qui semble être le produit d'une police d'assurance vie. Mon cœur s'est arrêté. Quelle assurance vie? Jennifer sortit un autre document. Votre mari, Harold, avait une petite police d'assurance par le biais de son travail. À son décès, il semble y avoir eu une confusion concernant les informations relatives aux bénéficiaires. La compagnie d'assurance essaie de vous retrouver depuis 3 ans. Je fixais les papiers, sans comprendre. Mais Harold est mort il y a 15 ans. Son assurance vie a payé à ce moment-là. C'est comme ça que j'ai réussi à nous maintenir à flot aussi longtemps. Il s'agissait d'une police d'assurance distincte, expliqua Jennifer. Une prestation de retraite qui a été maintenue après son décès. La compagnie a fusionné avec un autre assureur et, lors de la transition, votre dossier a été égaré. Lorsqu'ils vous ont finalement retrouvé, l'adresse qu'ils avaient été obsolète. Alors, où est passé l'argent? Sur ce compte, ouvert par une personne prétendant être votre représentant légal. La voix de Jennifer était prudente. Professionnelle. Les cartes de signature portent le nom de Céline. Blaine lisait les documents, son visage s'assombrissant de minute en minute. Elle collecte l'argent destiné à maman depuis 3 ans. Apparemment oui. Mais voilà le plus intéressant, poursuivit Jennifer. Elle n'y a jamais touché. Chaque dépôt est resté là, à générer des intérêts. J'avais du mal à assimiler cette information. Pourquoi collecterait-elle de l'argent sans l'utiliser? Je pense, dit Jennifer doucement, qu'elle le gardait pour quelque chose de précis. D'après certains documents que nous avons trouvés dans ses papiers personnels, il semble qu'elle prévoyait de prétendre que tu étais incompétent et que tu avais besoin d'un tuteur. Le fait d'avoir de l'argent intact sur un compte qu'elle contrôlait confirmerait qu'elle gérait tes affaires de manière responsable. La pièce tournoyait autour de moi. C'était une chose de découvrir que Céline volait sur les comptes créés par Blaine. C'en était une autre d'apprendre qu'elle interceptait systématiquement l'argent qui m'appartenait de droit, montant un dossier pour me faire déclarer incompétent. Elle allait me faire interner, dis-je, les pièces du puzzle se mettant en place. C'est possible, a admis Jennifer. Elle a documenté ce qu'elle appelle des comportements inquiétants. Isolement, mauvaise décision, incapacité à gérer ses finances de manière autonome. Blaine se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Le garage. Elle gardait maman dans le garage pour prouver qu'elle ne pouvait pas vivre seule. Et ma dépendance à son égard pour tout, ai-je ajouté, la nausée. Chaque fois que je l'appelais pour des rendez-vous médicaux ou des questions financières, elle le consignait comme une preuve que je devenais de plus en plus dépendante et désorientée. Jennifer hocha la tête. D'après ce que M. Chen m'a dit, il existe également des enregistrements de conversations avec des avocats spécialisés dans les soins aux personnes âgées et des établissements de soins privés. La manipulation était bien plus profonde que je ne l'avais imaginé. Céline ne s'était pas contentée de me voler. Elle avait systématiquement monté un dossier pour me priver entièrement de ma liberté, mais elle n'avait jamais donné suite. Non, acquiesça Jennifer. Et vu la chronologie, je crois savoir pourquoi. Elle sortit un autre document. Il y a 3 mois, Céline a engagé un détective privé pour enquêter sur vos finances, Monsieur Holloway. Je pense qu'elle essayait de déterminer dans quelle mesure elle pourrait contrôler vos biens si elle devenait la tutrice légale de votre mère. Blaine resta immobile. Elle comptait aussi s'en prendre à mon argent. C'est possible. Dans de nombreux États, si un parent est déclaré incompétent et que son enfant adulte devient tuteur, ce dernier peut intenter une action contre d'autres membres de la famille pour obtenir le remboursement des frais de subsistance. Je me suis affalé sur ma chaise, bouleversé. Ma fille ne m'avait pas seulement volé. Elle avait prévu de me voler mon indépendance, mon autonomie, et peut-être même ma relation avec mon fils. Et elle élaborait ce plan depuis des années, chaque interaction étant soigneusement calculée pour corroborer son récit final. Il y a encore une chose, dit Jennifer.
La raison pour laquelle Monsieur Chen m'a embauché initialement, Céline a transféré de l'argent sur des comptes sous son nom de jeune fille. Votre nom de jeune fille, Madame Holloway. Elle a établi un profil financier qui permettrait d'affirmer qu'elle agissait comme votre représentante financière depuis le début. Vol d'identité, dit Blaine d'un ton sombre, entre autres choses. Monsieur Chen pense qu'elle prévoyait de réclamer des biens importants dans le cadre du règlement du divorce. Des biens qu'elle dirait lui appartenir en tant que tu es ton tuteur et représentant. J'ai contemplé la belle maison dont j'apprenais seulement maintenant qu'elle était vraiment la mienne, pensant au garage où j'avais passé 3 ans à croire qu'on prenait soin de moi. L'ampleur des plans de Célène était époustouflante de cruauté. Que se passe-t-il maintenant? Demandai-je. Eh bien, Jennifer a dit, les 40 000 $ sur ce compte vous appartiennent, et d'après ce que nous avons découvert, il pourrait y avoir des accusations criminelles contre Céline pour maltraitance financière envers les personnes âgées, vol d'identité et fraude. Blaine se rassit à côté de moi. Maman, c'est ta décision, mais elle doit assumer les conséquences de ses actes. J'ai pensé à la femme qui m'avait élevé dans la conviction que la loyauté familiale impliquait d'accepter n'importe quel traitement. J'ai pensé aux années passées à excuser la froideur de Selena, à me dire qu'elle était juste pragmatique, protectrice envers son frère. J'ai pensé à la vie que j'aurais pu mener ces 3 dernières années si j'avais reçu l'argent qui me revenait de droit, aux soins médicaux dont j'avais été privé, à la dignité que j'avais perdue. Et j'ai pensé à d'autres personnes âgées qui n'auraient peut-être pas de fils comme Blaine pour les défendre. À d'autres mères qui seraient peut-être coincées dans des garages, ou pire, tandis que leurs enfants les priveraient systématiquement de leurs ressources et de leur autonomie. Je veux porter plainte, dis-je doucement. Toutes. Jennifer hocha la tête et prit note. Il y a une dernière chose que tu dois savoir. D'après les documents que nous avons trouvés, tu n'étais pas sa seule cible. Mon sang s'est glacé. Que veux-tu dire? Elle a correspondu avec des avocats spécialisés dans les soins aux personnes âgées au sujet d'autres clients âgés. Je pense qu'elle prévoyait de développer ce type d'activité. Cette révélation m'a frappé comme un coup dur. Ma fille ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait l'intention de faire de l'exploitation de personnes âgées vulnérables un commerce. Mais aussi choquante que fût cette découverte, elle m'a aussi donné quelque chose d'inattendu, un but. Pour la première fois depuis des années, j'avais quelque chose d'important à faire, quelque chose qui comptait au-delà de ma propre survie. J'allais m'assurer que Célène n'ait jamais l'occasion de faire à quelqu'un d'autre ce qu'elle m'avait fait. 6 mois plus tard, je me trouvais dans mon jardin, en train d'étêter les rosiers que j'avais enfin eu la chance de planter. La matinée était fraîche et claire, et la satisfaction de travailler la terre sous mes ongles était un luxe dont j'avais oublié l'existence. La procédure judiciaire a été rapide une fois les preuves présentées. Céline a plaidé coupable d'abus financiers envers une personne âgée, d'usurpation d'identité et de fraude. Elle a été condamnée à 3 ans de prison et à une restitution intégrale, non seulement à moi, mais aussi aux 2 autres personnes âgées qu'elle ciblait par sa correspondance avec des établissements de soins peu scrupuleux. La juge s'était montrée particulièrement sévère dans ses propos sur la peine. Cette accusée n'avait pas seulement volé de l'argent. Elle avait volé la dignité, l'autonomie et la tranquillité d'esprit de personnes vulnérables qui lui faisaient confiance. J'avais assisté à l'audience de détermination de la peine, non par vengeance, mais parce que j'avais besoin de connaître le fin mot de l'histoire. Céline avait l'air plus âgée, plus petite, dans sa combinaison orange. Elle m'avait jeté un coup d'œil pendant l'audience, et j'avais lu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait peut-être à du regret, mais aussi à de la colère d'avoir été prise. Je lui avais fait un signe de tête pas vraiment pour lui pardonner, mais pour la reconnaître. Elle était toujours ma fille au sens biologique du terme, mais la relation que j'avais passé 65 ans à essayer d'entretenir était bel et bien terminée. Le plus dur n'avait pas été la procédure judiciaire ni même l'attention publique que l'affaire avait suscité. Ce qui avait été le plus difficile, c'était d'apprendre à vivre sans l'anxiété constante qui avait si longtemps défini mon existence. Pendant des années, j'avais vécu avec la peur d'être à une crise près de la rue, à une urgence médicale près de la faillite. Même lorsque j'étais théoriquement pris en charge, j'avais ressenti la précarité de ma situation au plus profond de moi. Maintenant que mes ressources financières étaient assurées et que ma relation avec Blaine était reconstruite sur des bases honnêtes, j'apprenais à planifier au-delà du mois suivant. Je m'étais inscrite à un programme de maîtrise en jardinage au collège communautaire local. J'avais rejoint un club de lecture à la bibliothèque. J'avais même commencé à fréquenter quelqu'un, ce qui me semblait à la fois terrifiant et merveilleusement normal à 65 ans. Robert était un veuf que j'avais rencontré au cours de jardinage, un professeur à la retraite aux mains douces et à l'humour pince sans rire.
Nous avancions tranquillement, prenant un café après les cours, nous promenant dans les jardins botaniques, racontant des histoires sur nos enfants et petits-enfants. Oui, des petits-enfants. C'était peut-être le cadeau le plus inattendu de toute cette épreuve. Blaine était marié depuis 8 ans à une femme nommée Sarah, que je n'avais rencontrée que brièvement à leur mariage, une autre interaction que Céline avait gérée et minimisée. Sarah était infirmière pédiatrique, avec ses yeux marrons chaleureux et son rire facile. Elle était également enceinte de 7 mois de mon premier petit enfant. Je regrette qu'on ne t'ait pas davantage impliqué, avait dit Sarah lors d'un de nos dîners pour faire connaissance. Selena donnait toujours l'impression que tu préférais ton indépendance, que tu trouvais les réunions de famille écrasantes. J'avais commencé à trouver des excuses, ma vieille habitude de protéger tout le monde de l'inconfort, mais Blaine m'avait gentiment interrompu. Céline avait menti sur beaucoup de choses, avait-il simplement dit. On repart à zéro, et c'était le cas. Blaine et Sarah m'incluaient désormais partout. Rendez-vous chez le médecin, achat pour bébé, organisation de la chambre d'enfant. J'apprenais des choses sur la vie de mon fils comme je n'avais jamais eu le droit de le faire auparavant, ses difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée, son enthousiasme à l'idée de devenir père, ses regrets pour les années perdues à cause des manipulations de Selena. Je n'arrête pas de penser à toutes les conversations que nous aurions dû avoir, m'avait-il dit un après-midi, alors que nous préparions un berceau dans ce qui serait la chambre du bébé. Toutes les fois où j'aurais dû t'appeler directement au lieu de passer par Céline. Nous les avons maintenant, lui avais-je rappelé, et c'était le cas. La sonnette interrompit mes pensées de jardinage. J'époussetai mes mains pour enlever la terre et aller ouvrir, m'attendant à voir Robert avec le plat chinois à emporter que nous avions prévu pour le déjeuner. Au lieu de cela, je tombais sur une jeune femme tenant un porte-bébé. Madame Holloway, je suis Amanda Chen, la sœur de Marcus. Mon cœur se serra. Marcus était l'ex-mari de Selene, et j'avais entendu dire, lors de la procédure judiciaire, qu'ils avaient eu un jeune enfant ensemble. Voici Emma, continua Amanda en ajustant le porte-bébé pour que je puisse voir la petite endormie à l'intérieur. C'est ta petite fille. Je fixai la petite fille, découvrant des traces de Céline dans ses traits, mais aussi quelque chose de plus doux, de plus innocent. Emma devait avoir environ 18 mois, avec des boucles brunes et des joues rebondies. Marcus voulait que tu la rencontres, expliqua Amanda. Il dit, tu as le droit de la connaître, quoi qu'il arrive à Céline. J'avais la gorge serrée. Comment va-t-elle? Emma va bien. Marcus a désormais la garde exclusive. C'est un bon père. Amanda marqua une pause. Il voulait aussi que je te donne ça. Elle m'a tendu une enveloppe sur laquelle mon nom était écrit d'une écriture prudente et inconnue. Puis-je la tenir, ai-je demandé. Amanda sourit et souleva délicatement Emma du porte-bébé. La petite fille se réveilla tandis que je la prenais, scrutant mon visage de ses yeux sombres et solennels. Bonjour, ma chérie, murmurai-je. Je suis ta grand-mère, Janine. Emma a sérieusement considéré cette information, puis a tendu une petite main pour toucher mon visage. Plus tard, après qu'Amanda et Emma soient parties avec des promesses de futures visites, je me suis assise dans mon salon pour lire la lettre de Marcus. Chère Madame Holloway, je tiens à vous dire que je n'avais aucune idée de ce que Selena vous faisait subir. Si j'avais su, je serais intervenu immédiatement. Je vous écris pour vous demander si vous accepteriez de faire partie de la vie d'Emma. Elle mérite de connaître sa grand-mère, et vous méritez de la connaître. Céline aura des visites supervisées une fois qu'elle sera libérée, mais je veux qu'Emma comprenne qu'elle a des membres de sa famille qui la traiteront avec gentillesse et respect. Je veux aussi que tu saches que certains aspects du comportement de Selene envers toi prennent plus de sens maintenant, compte tenu de la façon dont elle nous a traités, Emma et moi. Elle était autoritaire, manipulatrice et émotionnellement violente. J'ai passé des années à trouver des excuses à son comportement, me disant qu'elle était simplement stressée ou dépassée. Emma et moi suivons une thérapie ensemble pour apprendre à adopter des habitudes plus saines. Si vous le souhaitez, nous serions ravis de vous accueillir dans ce processus de guérison. Sincèrement, Marcus. J'ai plié la lettre en pensant au schéma et au cycle, à la façon dont les dommages se transmettent de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un décide de briser la chaîne. Selene avait hérité de mon penchant pour le sacrifice, mais elle l'avait détourné pour servir ses propres intérêts. Elle avait appris à manipuler la culpabilité et la loyauté des autres pour exploiter les qualités mêmes qui auraient dû faire d'elle une meilleure personne. Mais Emma n'avait rien à hériter de tout cela. Emma pouvait grandir en sachant qu'elle était valorisée pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle pouvait apporter.
Elle pouvait apprendre que l'amour n'exige pas de sacrifice de dignité ou d'autonomie. Sarah avançait plus lentement maintenant, sa grossesse entrant dans sa phase finale, mais elle insistait pour m'aider à cuisiner. J'ai reçu une nouvelle intéressante aujourd'hui, leur ai-je dit pendant que nous préparions des légumes pour un sauté. J'ai un autre petit enfant. Je leur ai parlé de la visite d'Amanda, d'Emma, de la lettre de Marcus. Qu'en penses-tu? Demanda doucement Sarah. J'ai réfléchi à la question en coupant des carottes. Plein d'espoir, ai-je finalement dit. Cette petite fille mérite mieux que l'héritage que Céline lui laisserait. Peut-être que je peux l'aider. Blaine hocha la tête. Tu es doué pour élever des enfants qui savent aimer. J'ai fait des erreurs avec toi et Céline, dis-je. Je vous ai appris à tous les deux que mes besoins n'avaient aucune importance. Céline s'en est servie pour justifier sa cruauté. Tu t'en es servi pour justifier ta distance. Aucune de ces deux réactions n'était saine. Alors, qu'est-ce que tu vas apprendre à Emma? Demanda Sarah. J'ai souri en pensant au regard sérieux de la petite fille, à son observation attentive de mon visage. Qu'elle a de la valeur telle qu'elle est, que ceux qui l'aiment seront toujours là pour elle, que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, et aider n'est pas un sacrifice. C'est juste de l'amour en action. Après le dîner, nous nous sommes assis sur la véranda pour admirer le coucher de soleil. Sarah avait les pieds surélevés, une main sur son ventre rond. Blaine lisait ses emails professionnels, mais posait son téléphone de temps en temps pour participer à notre conversation. J'ai pensé au pardon, dis-je soudainement. Ils me regardèrent tous les deux. Je ne pardonne pas à Céline, expliquai-je. Je n'y suis pas encore, et je n'y parviendrai peut-être jamais, mais je me pardonne à moi-même. Pourquoi? Demanda Blaine. Pour toutes ces années passées à croire que je valais moins que ça. Pour avoir enseigné à mes enfants qu'aimer signifiait accepter n'importe quel traitement. Pour ne pas avoir lutté plus fort quand je savais que quelque chose n'allait pas. Sarah tendit la main et la prit. Tu as survécu. Ça suffit. Mais je savais que c'était plus que ça. Je n'avais pas seulement survécu. J'avais enfin appris à m'épanouir. À 65 ans, je découvrais ce que signifiait vivre sans peur, faire des choix en fonction de mes envies plutôt que de ce que les autres attendaient de moi. Le jardin que j'avais planté était maintenant en fleurs, des roses, de la lavande et des herbes aromatiques que j'utilisais en cuisine. La maison me donnait un sentiment de chez moi, comme jamais auparavant, lorsque je croyais l'emprunter. Mon compte en banque me permettait de payer le nécessaire et les petits luxes. Des livres, du bon café, des fleurs pour la table. Mais le véritable luxe, c'était la paix, l'absence de cette anxiété constante et superficielle qui régnait en moi depuis si longtemps, savoir que j'étais en sécurité, valorisé et libre de mes choix. Ce soir-là, en nous souhaitant bonne nuit, Blaine m'a serré fort dans ses bras. « Je t'aime, maman », a-t-il dit. « J'aurais dû te le dire plus souvent. »« Tu le dis maintenant », ai-je répondu. « C'est ce qui compte. » Après leur départ, j'ai fait le tour de la maison, éteignant les lumières et vérifiant les serrures, des gestes de sécurité auxquels j'apprenais encore à faire confiance. Dans ma chambre, j'ai retrouvé la petite photo encadrée que Blaine m'avait offerte, une photo de moi, nouveau-né, dans mes bras, le visage rayonnant de joie. Pendant des années, j'avais regardé des photos comme celle-ci et n'avais vu que les sacrifices à venir. Le long chemin à parcourir pour faire passer les besoins de mes enfants avant les miens. Maintenant, je voyais autre chose. Je voyais une femme capable d'un amour intense, d'une force qu'elle ignorait même posséder, qui survivrait à tout. J'étais toujours cette femme, à 65 ans, libre pour la première fois depuis des décennies, avec des petits-enfants à aimer, un jardin à entretenir et un avenir qui m'appartenait entièrement. Il m'avait fallu toute une vie pour comprendre que je valais la peine qu'on se batte pour moi, mais j'avais fini par comprendre que cela comptait. Et cela, pensais-je en éteignant la lampe de chevet, était suffisant. Maintenant, je suis curieux de savoir qui vous a écouté. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont des incontournables de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci d'avoir suivi jusqu'ici.